On est là. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Alyssa Miller et je suis la coordinatrice du groupe des boursiers interdisciplinaires qui porte sur le thème identité et croyance. Au nom de MICAM, je voudrais vous souhaiter le bienvenue à notre 3e Spring Talk. Nous sommes un petit groupe de chercheurs spécialisés en sciences sociales qui se sont réunis à Tunis pour 4 mois, de mars jusqu'à juin 2022. Pour mener des recherches et s'engager dans des échanges académiques avec des collègues tunisiens. Nous sommes le 5e groupe de boursiers interdisciplinaires accueillis au sein de MICAM pour the Marian Center for Advanced Research. Collectivement, nous étudions la diversité des identités et croyances en Tunisie et dans le Maghreb sur une échelle plus large, dans une perspective comparative et transrégionale. Nous posons les questions suivantes. Quelles disparités identitaires et croyances diverses sont disponibles et dominantes dans des contextes spécifiques? Et comment ces identités et croyances ont-ils évolué dans l'histoire récente? Comment est-ce qu'elles fonctionnent dans le présent? Et quelles visions peuvent-elles inspirer pour l'avenir? C'est avec grand plaisir que je vous présente Dr. Inès Mourad Dali, qui donnera un discours aujourd'hui intitulé « Peut-elle raciser le terrain tunisien ?» Les multiples identités noires et leur relative complexité du point de vue historique et anthropologique. Dr. Mourad Dali est maître assistante à la faculté des arts et humanités à l'université de la Manouba. Elle a obtenu son doctorat en anthropologie sociale et ethnologie à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Ses recherches portent sur la minorité noire dans la société tunisienne depuis l'abolition de l'esclavage jusqu'à nos jours. Pour discuter les remarques de Dr. Mourad Dali, nous avons parmi nous Sharia Parra. Sharia est doctorant en sociologie avec une double affiliation, à la fois à l'Université de North Carolina à Chapel Hill et Sciences Po Paris. Sa thèse doctorale porte sur les constructions et les contestations de race et des processus de racialisation en Tunisie, en focalisant sur les expériences des Tunisiens noirs et des migrants subsahariens. Et maintenant, sans plus attendre, je passe la parole à Dr. Inès Mourad Dali. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie également de votre invitation à présenter cette réflexion dans le cadre des activités scientifiques. Je remercie également Shreya qui m'a plus directement invitée. Qui travaille, comme vous l'avez présenté, sur les questions de race et notamment sur, je l'ai connue, elle a annoncé que tu faisais un travail, tu menais une recherche doctorale sur le concept de blackness, donc la noirceur. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est justement une sorte de tentative de réponse à des questionnements suite à un échange que j'ai eu avec Shreya, qui avait mis en avant le fait, donc, entre autres, qu'il y avait entre ces identités noires nombreuses en Tunisie, il y avait des interactions, des mécanismes différents, et elle se demandait notamment si on pouvait à partir de là saisir, donc trouver et utiliser une conception de la race qui serait rassembleuse. Est-ce qu'on peut faire des liens entre ces catégories sans parler ou se consacrer juste à une ou deux catégories seulement, etc. Donc, est-ce qu'il y a une approche finalement qui permet de parler de toutes ces catégories ensemble? Et donc, du coup, j'ai choisi ce titre pour toujours un peu provocateur, pour essayer de répondre à cette question, pour savoir si finalement il y a une possibilité d'englober ces multiples identités noires, en tout cas d'arriver en tant que chercheur à les appréhender de façon globale. Tout cela en considérant, donc, en tenant compte de certains aspects historiques et évidemment anthropologiques d'aujourd'hui. Alors, dès mes premières observations, donc en 2003, j'ai commencé ma recherche sur la minorité noire en 2003, autour de leur situation, la situation de la minorité noire tunisienne, j'avais été frappée déjà par la diversité des patronymes des individus qui en sont issus. Des patronymes qui sont tantôt arabisés, tantôt plus assimilables à un vocable d'origine subsaharienne. Donc, on trouve une variété de noms de famille, tels que Soudeni, Bod, Kaboul, Sif, Hamrouni, Abid, Intel, Atik, Intel, etc. Ce qui d'emblée révélait une diversité identitaire, ou au moins une variété d'histoires, expliquant leur présence en Tunisie.
Or, toute intradifférenciation dans l'identité noire tunisienne était absente du champ des considérations sociales. En effet, la mémoire tunisienne fait totalement abstraction de telles différences. Rien n'est dit pour les expliquer. Pourtant, une distinction fondamentale doit être définitivement opérée entre entités noires et esclaves, et ce particulièrement dans ce contexte nord-africain. Il ne faut pas perdre de vue, en fait, que déjà de par sa position géographique, donc c'est un pays africain, et sans frontière avec les régions subsahariennes, l'histoire et les histoires des présences noires dans ce pays et les processus sociaux qui vont en découler ne peuvent permettre une transposition aveugle des modèles européens, américains et donc atlantiques de mobilité des populations dites noires. De même qu'il est aussi difficile d'estimer que de tels mécanismes sont complètement identiques à ceux du Maroc, de l'Algérie ou de la Libye, la Tunisie, encore une fois, n'ayant pas de frontières limitrophes avec les pays subsahariens. Donc, une présence ancestrale ou autochtone, donc, et des immigrations volontaires, qui ont pour cause, entre autres, donc, des guerres, d'occupation notamment, ou des raisons économiques, sont autant d'autres explications à la présence de personnes identifiables d'un point de vue phénotypique comme noires en Afrique du Nord, et particulièrement en Tunisie, où les populations qui émigrent par voie terrestre doivent traverser d'abord les territoires maghrébins voisins. On voit ici évidemment au XIXe siècle. Car oui, la majorité l'ignore, mais il y a une histoire, et pas seulement une actualité, liée à l'immigration volontaire d'individus ou groupes d'individus subsahariens qui ont donc choisi arbitrairement, au fil des siècles, de s'installer en Tunisie. Et bien que de telles immigrations continuent et reprennent même de plus belle aujourd'hui, une appréhension précise des identités en place, ou en mouvement pour être plus juste, manque terriblement, que ce soit dans les débats publics ou même dans le champ scientifique, où l'on va plus fréquemment parler de migrants subsahariens, africains, noirs, sans véritablement identifier ceux dont on parle et pour lesquels on vise à mettre en place des cadres juridiques de protection, de réglementation des modalités de séjour, etc., cadres réglementaires qui pourtant partent d'un postulat identitaire et qui n'est pas seulement en lien avec le statut d'immigré. La preuve en est que les Européens qui émigrent et s'installent en Tunisie ne font pas pour autant l'objet des mêmes considérations légales, statutaires, réglementaires, humanitaires, etc. Alors, avant d'évaluer le contexte actuel, pour discuter de la légitimité des approches des chercheurs en sciences sociales, travaillant donc sur ce terrain tunisien, en lien avec les identités noires en présence, je voudrais revenir sur l'histoire récente des mouvements immigrés noirs depuis la fin du XIXe siècle. Comme je le disais, la population noire tunisienne d'aujourd'hui est formée à la fois de descendants d'esclaves et d'immigrés. Le discours social actuel, les images discriminantes véhiculées, appelant systématiquement ces Tunisiens à une ascendance esclave, non seulement n'opèrent pas de telles distinctions, mais ont fini, du fait de cette racialisation opérée donc depuis la fin du XIXe siècle, comme on va le voir, à donner lieu à une image dévalorisante pour ces populations. Plus encore, donc l'histoire de ces différences et celles relatives au mouvement immigré sont totalement méconnues, au point que sont occultées des réalités microsociales telles que des différenciations intra-minoritaires, je parle de la minorité noire tunisienne, opérées par des lignées noires sur la base de ces origines variées. Alors, par quel processus historique cet oubli a-t-il commencé à opérer? Et que doit-on penser d'un tel résultat? Enfin, quelles leçons les chercheurs que nous sommes devrions-nous tirer des considérations politiques, administratives et sociales mises en place dès la période coloniale pour appréhender justement les populations noires présentes sur le terrain tunisien? Alors, il n'est évidemment pas question, en évoquant cette pluralité d'histoires, de minorer le passé esclavagiste de la Tunisie, dont de nombreux subsahariens, pour la plupart originaires de la région donc du lac Tchad, et plus précisément du Bornou, ont été victimes. Non seulement la Tunisie a été une nation demandeuse d'une main-d'œuvre servile, au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle pour les hommes et jusqu'à la fin de ce même, jusqu'au milieu du XIXe siècle pour les hommes et jusqu'à la fin de ce même siècle pour les femmes, mais elle a également été une importante plateforme de transit d'esclaves destinés donc au nord de la Méditerranée et au Levant. Alors, à partir de la fin du XIXe siècle, l'esclavage sous la forme traditionnelle tend à disparaître, mais non les liens de servitude et de clientélisme. L'on constate même la mise en place de nouvelles formes de dépendance pendant la période coloniale, des formes de travail forcé même, auxquelles étaient notamment soumis les hommes dans le monde agricole. Dès les années 1890, la différenciation entre l'esclave et l'affranchi devient plus difficile, notamment du fait d'un déni sémantique que l'on constate notamment dans les correspondances d'administration coloniale. Dans les faits, le changement de conditions reste peu visible et la frontière entre libre et esclave est si poreuse qu'elle ne permet pas de distinguer véritablement les deux.
Nous pouvons même avancer que la différence a été pendant longtemps uniquement nominale. Mais dans la réalité sociale, donc rien ne venait vraiment confirmer un changement de conditions. De la fin du 19e au milieu du 20e siècle, jusqu'au milieu du 20e, donc s'ajoutent à ces ambiguïtés de conditions d'autres confusions dont sont victimes ceux arrivés sur le territoire dans le cadre d'une migration volontaire et qui sont présentées dans les documents d'archives de l'administration coloniale comme étant soudanais ou encore comme étant tripolitains soudanais. Alors, l'organisation sociale relative aux étrangers, qu'on appelle donc les Baraniya, dans la société tunisienne de la fin du 19e siècle jusqu'au 20e, jusqu'au début du 20e en tout cas, rend compte d'un ordonnancement complexe, constitué de différentes identités allogènes présentes dans la régence, ayant pour certaines la particularité d'être de phénotype noir. Les archives que j'ai pu consulter permettent de constater que bien que les différentes identités en présence donc, soient évoquées pour rendre compte de contraintes sécuritaires et fiscales, pour rencontrer l'administration coloniale dans leur gestion, donc pour la surveillance du territoire, pour la nécessité d'imposer fiscalement ces populations, les contraintes d'état civil à établir, la nécessité de fixation de ces populations, donc une main-d'œuvre appréciée. Donc ces identités restent indéfinies ou indéterminées, notamment du point de vue de leur territorialité, c'est-à-dire du point de vue de leur région, de leur pays d'origine. Alors que jusqu'en 1881, donc jusqu'avant l'instauration du protectorat français, le bey souverain n'astreignait pas les étrangers au paiement de l'impôt Mejba. L'administration coloniale, elle, va, dès son instauration à cette date, mettre en place de nouvelles règles d'imposition qui prennent en compte ces balanés, en fait, ces étrangers. Donc, on voit dans ce document donc, les différents shaïkhs qu'on va nommer pour administrer donc, ces différentes identités allogènes. Donc, des shaïkhs vont être établis à la tête de ces groupes ethniques pour principale fonction, avec pour principale fonction donc, le recension et imposition fiscale. Donc, la plupart des documents d'archives relatifs à cette période et à cette frange étrangère concernent la question de l'impôt Mejba. Et ça va concerner aussi les problèmes engendrés par le refus de ces populations immigrées de s'y soumettre. Dans un document relatif au recouvrement des impôts des indigènes tripolitains, diapo 3, donc, qui concerne les Radamsea, de Raja, etc., et les Soudanais, non seulement une liaison est établie entre Soudanais et Tripolitains, mais l'identité soudanaise se trouve comme concédée, englobée dans celle des Tripolitains, ce qui pour le moins instaure une confusion. Donc ici, l'identifiant soudanais retranscrit de l'arabe en lettres latines par al-Soudanioun, est compris comme une entité appartenant à la catégorie Tripolitain, permet de supposer qu'en réalité, il était fait référence non pas à des individus originaires du Soudan, mais au phénotype de ces Tripolitains noirs. Et d'ailleurs, la consultation d'autres documents d'archives le confirme. Donc, alors, les régions de Radem, c'est diapo 4, les régions de Radem, à l'époque du Fezzan, faisaient bien partie de l'ensemble du territoire belgique. Leur rattachement à la catégorie tripolitaine semble cohérent, puisqu'ils sont arrivés par la frontière de ce territoire. Donc, dès le début des années 1890, diapo 5, s'il vous plaît, des arrivées massives en Tunisie de populations étrangères, souvent identifiées comme tripolitaines et noires, et plus précisément soudanaises, avaient commencé. Beaucoup de correspondances, non, la diapo d'avant le montre, voilà. Ces migrants disaient provenir donc des 3 régions alors distinctes, que sont la Tripolitaine, donc qui est la plus proche du territoire tunisien, si on peut revenir à la carte, s'il vous plaît, et notamment de Mesrata, du Fezzan également, qui est une région frontalière avec l'Algérie, le Niger et le Tchad, ayant un lien très étroit d'ailleurs avec les migrations forcées, donc du temps de l'esclavage plus ancienne, mais également avec la main-d'œuvre libre venant de cette région. Et enfin, il y a la Cyrénaïque, dont vont aussi provenir des réfugiés, surtout à partir du moment où la Cyrénaïque va connaître une guerre d'occupation d'ailleurs très difficile par les Italiens, et donc dans les années 30 notamment, qui va faire que le flux venant de cette région va s'accentuer, va augmenter. Donc les flux provenant de telle ou telle région varient selon les événements sociopolitiques qui se produisaient dans l'un ou l'autre pays et région. Donc ces migrants, dont le flux et reflux vont être incessants et croissants, étaient classés et appréhendés notamment fiscalement par l'administration coloniale comme musulmans étrangers aussi. Et c'est en partant de l'idée qu'il devait y avoir une égalité entre tous les musulmans que ces étrangers donc, étaient soumis à l'impôt, encore une fois, ce que le bey ne faisait pas auparavant. Donc, ils vont constituer une main-d'œuvre nombreuse, appréciée et perçue comme concurrente de la main-d'œuvre locale.
Ils seront souvent astreints au métier d'ouvrier des mines, de gardien, terrassier, moissonneur, ouvrier agricole, et occupant toutes les fonctions que l'installation dans les villes et les campagnes des colons notamment donc, exigeait donc pour ce faire. Alors, cette histoire migratoire des Soudanais tripolitains, ce que l'on nommait ainsi, est ainsi étroitement liée à l'économie de la Régence, mais aussi incontestablement à l'histoire de la région subsaharienne et plus directement aussi libyenne. En effet, chaque flux migratoire important coïncidait sensiblement avec les crises provoquées par les conflits italo-turcs, puis les guerres d'invasion italiennes, donc qui ont duré de 1911 à 1945. Okay, l'occupation de la Tripolitaine à partir de 1911, puis du Fezzan de 1911 à 1912, et plus tard donc la Cyrénaïque. Mais déjà, même plus tôt, le fait que l'esclavage avait été à la même époque en Tunisie relativement plus réglementé et limité, les Noirs de Soudanais tripolitains avaient perçu la Régence de Tunis comme une terre d'accueil possible. Et on va voir justement un flux important de Tripolitains soudanais arriver à partir de 1890, qui coïncide avec aussi la date de la proclamation de la seconde abolition de l'esclavage, qui est une décision plus politique. C'est un texte qui a été écrit au ministère des Affaires étrangères français et non pas en Tunisie, donc qui a été très vite annoncé. Donc, certains d'entre diapo 6, s'il vous plaît. Donc, certains d'entre eux, de ces migrants, donc, viennent en Tunisie pour fuir l'esclavage en Libye ou dans d'autres régions plus au sud. Mais plus nombreux encore sont ceux qui arrivent libres en tant que marchands, par exemple, ou pour fuir la guerre d'occupation voisine et bénéficier donc de nombreuses opportunités d'embauche qu'offre donc la Tunisie à ce moment-là. Donc, de nombreux individus identifiés comme Soudanais tripolitains, car arrivant par la frontière libyenne, s'installent le plus souvent en famille dans différentes régions de Tunisie, au nord comme au sud, ou encore dans la région du Sahel, la région côtière, dans les propriétés agricoles ou autour des mines de phosphate. Donc cela semblait en fait dépendre du bon vouloir de chacun, ainsi que des opportunités de travail. C'est pas très clair, mais on voit les régions qui ont été les plus investies donc, par ces immigrants. Donc, dans la première diapo 7, s'il vous plaît, dans la première moitié du XXe siècle également, plusieurs. Donc là, j'ai essayé un petit peu de mettre en avant les différents flux qu'il va y avoir. Donc, plusieurs importantes vagues vont se produire également, vont avoir lieu dans la première moitié du XXe. Donc, de vagues d'immigration subsaharienne ou maghrébine vont succéder. Encore une fois, comme je le disais, encouragé par des conflits et une configuration socio-économique locale favorable. Et ce qui va se passer, c'est que pour des raisons politiques liées à la concurrence, à l'époque, donc de la concurrence franco-italienne de l'époque, et le poids démographique que ces populations représentaient en Tunisie, et qui posait problème pour la France, puisque ces populations bénéficiaient du soutien et de la protection italienne. Un accord franco-italien du 29 mai 1914, c'est la diapo 6, s'il vous plaît, voilà, va être décidé, va se mettre en place, donc qui établit le partage de ces populations installées en Tunisie, mais sous autorité italienne, donc la Libye étant alors en bonne partie occupée par l'Italie. Donc cet accord va octroyer d'office à une grande partie de ces populations migrantes et donc étrangères noires la nationalité tunisienne, afin donc qu'elles deviennent des administrées françaises et de ce fait être sous donc, le joug de l'impôt fiscal, sous cette obligation. Donc, et être sous la coupe de l'imposition fiscale coloniale, ce que l'Italie avait justement au préalable refusé de laisser infliger à ceux qui étaient donc ses protégés. C'est de ce fait-là que cet accord a été proposé par la France et accepté par l'Italie. L'analyse des différents documents d'archives de cette administration en rapport avec les papiers d'identité de ceux dont il est question montre en fait que ceux désignés comme tels, avec un ajout relatif au territoire tripolitain ou parfois algérien, on trouve aussi parfois la mention d'Algériens soudanais, mais c'est beaucoup plus rare parce qu'ils arriveraient par les frontières algériennes, donc étaient souvent des personnes nées dans les territoires subsahariens, entrées en Tunisie en passant par la Tripolitaine, où elles ont émigré pour un certain temps, ou elles n'ont fait tout simplement qu'y passer. Les documents ne sont pas assez clairs sur les parcours de ces personnes, et surtout ces personnes vont aussi, ces immigrants donc, vont jouer un petit peu de ce flou identitaire dont ils font l'objet.
Alors, presque tous les documents d'archives étudiés concordent à démontrer que le phénotype noir, en fait, constituait le principal critère de distinction et de reconnaissance des étrangers subsahariens, que les instances administratives perçurent comme un dénominateur commun à tous ces individus que la Tunisie comprenait comme africains, autres que blancs, qu'arabes, et qui incarnaient avant tout une main-d'œuvre de choix et de potentiel, donc imposable. Cette racialisation de groupes ethniques multiples se concrétisa par une organisation administrative qui va calquer ce modèle, en fait. Et ça ne sera pas sans conséquence sur l'appréhension généralisante et stigmatisante de ces populations aujourd'hui. Le temps qui m'est octroyé ne me permet pas de rendre compte de façon beaucoup plus détaillée de la façon dont toutes ces populations migrantes donc, avaient été gérées identitairement, et notamment comment elles avaient elles-mêmes joué de ce qui était des confusions et essentialisation de leur identité. Je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, mais c'est un travail, c'est une étude que je présente dans un article qui a été publié dans la revue belge Civilisation. Mais j'ai présenté ces faits sommaires d'abord pour rendre compte d'une histoire méconnue relative à la minorité noire tunisienne, mais aussi et surtout pour partir de cette approche essentialiste des identités qui avait été celle de l'administration, donc qui les avait réceptionnées, classifiées sous une identité globale et raciale, donc les Soudanais, à Soudénoun, terme donc qui renvoyait avant tout à un phénotype. En fait. Donc je ne vais pas discuter les raisons de la mise en place aussi d'une telle catégorie englobante, essentialisante, de ces raisons d'être, elles sont multiples, donc il y a la méconnaissance du territoire africain, l'époque, des considérations du fait de la conjoncture coloniale, les perceptions raciales également qui étaient donc mobilisées. Mais l'ambiguïté identitaire des immigrants est une donnée constante et caractéristique de ce phénomène migratoire de la période étudiée, donc fin 19e, début 20e. Et le méli-mélo, ce mélange, cette confusion provient en fait d'une incompréhension, d'une confusion des administrateurs eux-mêmes qui semblaient focaliser bien plus sur l'identité phénotypique dans l'appréhension de ces populations, sans paraître tenir compte des différences tribales et régionales de l'immense continent africain, comme le révèlent encore certaines formulations utilisées pour les désigner, telles que par exemple, on va les désigner comme étant les compatriotes des notables nègres de Tunis. Vous voyez, c'est toujours dans le flou. Ce qui importe ici est que l'on a affaire à une homogénéisation artificielle des migrants, que l'on voit mise en œuvre ici par la politique clairement ethnique et raciale de l'administration coloniale. Le recours à l'appellation, à la catégorie soudanais est finalement, au regard de ce qui vient d'être exposé comme histoire et processus, une parfaite illustration de ce que le sociologue Ramon Grofogel appelle donc racial ethnic identity. Cet identifiant à connotation ni raciale ni ethnique est utilisé dans ce contexte comme alternative aux multiples identités ethniques de ces populations. Il tend à flouer l'hétérogénéité entre et au sein de ces groupes. Et finalement, tous ces modes d'incorporation sociopolitique mis en place par l'administration coloniale, en exerçant sa politique raciale et ethnique, j'insiste, et dont vont jouer les sujets en question qui vont profiter, comme je l'ai dit, de cette méconnaissance de ce qu'ils sont lorsque cela allait de leur intérêt, avaient engendré, donc au fil du temps, des identités différentes de ce qu'elles étaient, des identités nouvelles, fixant désormais pour l'avenir les populations entières dans des catégories auxquelles elles n'appartenaient pas avant leur migration. Et cela a indéniablement contribué à l'émergence de la perception uniforme actuelle sur la population noire en Tunisie. La diapo 9. Donc, déjà identifiée comme noire par les administrateurs de l'époque au moment de son arrivée, cette frange de la population immigrante ne sera pas construite socialement de la même façon que celle blanche arrivée aux mêmes périodes, parce qu'évidemment, il y avait des migrants tripolitains qui étaient blancs. Racialisée, car identifiée principalement sur une base chromatique, elle finit même par être assimilée phénotypiquement aux populations noires plus anciennement présentes sur le territoire, notamment en tant qu'autochtones, mais surtout en tant qu'esclaves et affranchis. Donc, il y a une fusion identitaire entre esclaves affranchis et nouveaux arrivants qui s'est opérée, comme l'indique la disparition quasi totale et même soudaine, à partir du début des années 1890, dans nombre de documents administratifs, de termes relatifs à l'esclavage d'hommes, tels que affranchis d'eux, etc., au profit d'une identité supposée commune, soudanais, qui instaurerait tantôt une différence, tantôt une extranéité de ceux qu'elle doit désigner, et ce, malgré la présence avérée de ces affranchis au sein de la régence depuis leur plus jeune âge ou depuis quelques générations. Donc, les deux vont subir en fait une sorte vont faire l'objet d'une confusion, d'une généralisation trompeuse en quelque sorte. Et ce qui en résulte aujourd'hui, c'est l'effondrement des différences entre et parmi les populations noires tunisiennes aux expériences historiques pourtant diverses. La diapo 10, s'il vous plaît.
aux expériences historiques pourtant diverses et de ce fait au capital symbolique initial, pour reprendre le terme de Bourdieu, tout aussi divers. Et cela va jusqu'à rendre invisibles des différences, comme je l'ai dit au début, intra-minoritaires, que l'on peut par exemple relever dans le sud de la Tunisie aujourd'hui et qui impactent notamment parfois même sur les combinaisons matrimoniales tolérées. Enfin, surtout, cela a donné lieu à une occultation totale d'une réalité historique et originelle, autre pour une bonne partie des Noirs tunisiens qui peinent même aujourd'hui à transmettre à leurs enfants leur histoire généalogique. Le poids de l'histoire d'une ascendance esclave, asservie, subalterne, que l'on accole à ces populations aujourd'hui étant très important, créant ainsi un écart entre la façon dont on peut se percevoir, se positionner socialement, et ce que l'autre, la société, la majorité, nous accole comme identité. Alors, aujourd'hui, après la présence majoritaire d'employés de la BAD, donc de la Banque africaine de développement, qui s'est installée ici de 2003 à 2014 et qui constituait donc une population noire aisée, connue pour être seulement de passage dans un cadre professionnel encadré et relevant donc quand même d'un certain prestige, ce qui ne les a pas empêchés de subir ici des formes de ségrégation, de racisme. Aujourd'hui, donc, et depuis les années 2010, un nombre de plus en plus important de migrants subsahariens, donc venant de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, etc., s'installent sur le territoire tunisien, ce pays étant la plupart du temps perçu comme un tremplin vers les horizons occidentaux. Comme nous le savons tous, de telles arrivées sont autant le résultat de la conjoncture socio-économique relative à ces pays de provenance qu'aux conflits qui sévissent et qui ont touché aussi le cadre libyen. Le résultat également d'agenda et de politiques européennes et d'accords plus ou moins tacites avec la Tunisie, enfin peut-être aussi pour les populations concernées, de l'attrait que suscitait la Tunisie en tant que pays ouvert, prometteur économiquement et démocratiquement au lendemain de la révolte de 2011. À quelques différences près, ces configurations semblent assez similaires à celles que j'évoquais pour le 19e et début 20e siècle. Évidemment, aujourd'hui, les flux migratoires sont portés et modelés par les États européens, les organismes internationaux, des bailleurs de fonds, ce qui a tenu de leur spontanéité et favorise les suspicions locales aussi quant aux logiques de leur accueil. En effet, face aux crises politico-économiques que connaît la Tunisie aujourd'hui, les tensions se font croissantes, de plus en plus défavorables à un capital sympathie dont auraient pu bénéficier ces migrants qui sont en quelque sorte aussi dotés de cette même réputation de bons travailleurs. On retrouve un peu les mêmes stéréotypes, j'ai envie de dire, mais qui subissaient déjà d'emblée les considérations dévalorisantes d'un racisme anti-noir. Depuis quelques mois, en effet, on peut observer des scissions et des attaques xénophobes violentes qui ont même émané de responsables d'associations connues pourtant pour leur défense des minorités ethniques, véhiculées par des figures phares de la communauté amazigh, pour la citer notamment, et responsables qui s'en est pris directement, qui s'en prend aux migrants subsahariens, et même aux associations qui luttent contre le racisme anti-noir en Tunisie, qui va accuser de jouer le jeu des politiques migratoires en faveur des États européens, mais défavorables aux travailleurs tunisiens et donc à l'économie locale. Alors, je ne vais pas entrer dans ces débats, mais voulais vous rappeler rapidement ces cadres historiques et contemporains pour réfléchir ensemble sur la pertinence de l'usage par les chercheurs en sciences sociales de concepts essentialistes, racialisants, si chers à nos disciplines et surtout à la sociologie peut-être. Peut-être en tout cas, depuis que l'anthropologie s'est, envie de dire, réformée, entre guillemets, elle se montre plus précautionneuse à ce sujet. Donc, diapo 12, donc reste qu'il est aussi indéniable que la multiplicité des identités noires devient aujourd'hui quasi insaisissable d'un point de vue profane, j'ai envie de dire entre guillemets, surtout pour les chercheurs qui souhaitent justement, comme Shreya, qui travaille donc sur la noirceur, sur la notion de blackness en Tunisie, qui essaie de saisir ce qui pourrait être une conception locale de la noirceur, sous-entendu de la race noire. Peut-être non sans une certaine influence aussi du modèle anglo-saxon américain en termes de racialisation des identités sociales. Mais qu'est-ce qui justifie cette idée préalable qu'il y aurait une conception généralisable à ce pays, ou à ces cultures, de la race donc, et plus précisément de l'identifiant noir? Y aurait-il dans ce pays une question ou plutôt un problème noir, un seul, à saisir scientifiquement? Peut-on en Tunisie parler de population racisée comme c'est le cas en Europe, aux États-Unis, etc.? Vous me direz comment autrement, sinon comprendre les processus d'altérisation et d'infériorisation
auxquelles ces populations noires sont sujettes aujourd'hui. En effet, ce qui justifierait une telle idée d'une conception locale de la race, c'est probablement, certainement, le racisme dont on ne peut nier l'existence, non seulement parce que la loi a été promue récemment en 2018, criminalisant les actes et les propos racistes, donc la loi 50, mais je dirais plus que cela parce que des crimes racistes ont parfois mené jusqu'au meurtre dans ce pays, à l'asservissement illégal de personnes, etc. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il y a un racisme affiché, et parfois symbolique en Tunisie, ou disons déguisé, subtil, si je puis dire, latent, dont les auteurs ne sont parfois même pas conscients, et qui consiste à mettre l'autre à distance de soi, de différentes manières. En tout cas, ces actes de violence physique ou symbolique maintiennent ces populations racisées donc à distance, au banc de la société, et en quelque sorte en position d'infériorité, malgré l'égalitarisme institutionnel officiel et l'absence de catégorisation ethnique à l'échelle administrative, au niveau des lois existantes, au niveau des recensements, etc. Mais la question que j'ai aussi envie de poser est-il pour autant légitime et utile de raciser, comme le ferait éventuellement la société, de par son fonctionnement et du fait peut-être d'un continuum historique, d'une sorte de stémie coloniale, ces sujets de recherche? Sinon, comment peut-on, en tant que chercheur, appréhender autrement ces multiples identités? Si ce n'est d'un point de vue racial, en quoi est-il pertinent ou non, dangereux ou intéressant d'user de tels concepts sur lesquels, justement, il existe des débats et des divergences, notamment entre le monde scientifique francophone et celui anglophone, entre sociologues et anthropologues, etc. L'autre problème et questionnement relève de ce qui doit être une certaine responsabilité du chercheur. J'insiste sur ce point. Comment en effet distinguer la race du sociologue, de l'anthropologue, politologue, etc., qui va l'utiliser comme outil de compréhension d'une société, de la race du raciste? Ce terme peut-il s'en tenir à rester un concept paradigmatique de la pensée anthropologique, par exemple, sans engendrer de conséquences, notamment sur notre lecture des faits sociaux? Comment être certain que nous ne reproduisons pas cet épisystème colonial, justement, tel que je l'ai présenté lorsque nous usons de tels outils? Car oui, raciser ces populations en les appréhendant identitairement seulement sous l'angle de leur phénotype noir consisterait bien évidemment pour nous à procéder, comme je l'ai sommairement exposé, de la même manière que l'administration coloniale au XIXe siècle. Or, nous avons vu à quoi cela avait abouti en termes d'impact sur ces populations, sur le récit national, sur la mémoire, etc. Car en fait, non seulement un tel concept signifie, sous-entend même que quelque chose les unifierait, mais l'on va même commencer à s'attendre à ce que ce soit le cas dans la réalité sociale que l'on tente d'appréhender. Sans parler du fait qu'il y a, je le répète, une responsabilité indéniable du chercheur qui ne fait pas qu'un travail académique, puisqu'il peut être consulté en tant que spécialiste, et dont les travaux aussi sont parfois utilisés à des fins politiques. Diapo 13. Donc, alors, quels sont les risques d'un essentialisme identitaire, donc d'une racialisation du contexte? Il y a évidemment le risque, en n'essentialisant pas, donc en ne procédant pas de cette façon, donc en recourant à l'usage de catégories multiples dans nos analyses, comme tendent à vouloir le faire le plus fréquemment les anthropologues, d'ailleurs, contrairement aux sociologues, qui accordent de l'importance aux multitudes identitaires. Le risque qu'on rende plus difficile la compréhension de la discrimination raciale, voire même de la terre. Et de ce fait, ici, la race est importante en tant que catégorie analytique. Mais en essentialisant, il y a aussi le risque que les racisés apparaissent exactement comme ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire un groupe homogène et quelque chose comme une race, dont, et par extension, nous aurons forcément, on aura forcément affaire, du coup, à une collection de races. Les Noirs, les Arabes, les Berbères. On va commencer à appréhender la réalité de cette façon-là. Et on va se retrouver, du coup, dans une configuration restreinte, étroite à mon sens, au final. Le souci, en effet, avec une telle essentialisation de groupes sur la base d'un phénotype partagé, et qu'elle s'accompagne ou autre un système de classification qui est supposé avoir des incidences sur la conception et la construction des références, comme le révèle l'exemple de la gestion coloniale de ces différences qui ont été essentialisées sous la catégorie générique vague de Soudanais à Soudaniens. Évidemment, on pourrait dire qu'on ne peut pas faire un rapprochement entre des politiques exercées et un travail scientifique. Mais d'ailleurs, pour quelle raison cet essentialisme identitaire, essentialisme dans la fixation des différences, serait perçu comme acceptable et progressiste dans un cadre scientifique et le refuserait-on comme dangereux, comme néfaste
dans l'autre. Et en fait, peut-être que cet essentialisme est inacceptable dans le cas où il n'aurait comme finalité, même par les chercheurs, que de consolider l'existence de races, d'une race noire vs une race arabe, etc. Et il semblerait qu'il soit justement au contraire acceptable dans le cas où il servirait également, même par les chercheurs, comme stratégie sous-jacente pour promouvoir la transformation d'acteurs sociaux subalternes, invisibles, sans voix, en sujets politiques. Il me semble important que tous les acteurs sociaux, y compris les chercheurs, assument leur analyse comme des prises de position responsables et même politiques. Ou tout du moins, pour ne pas entrer dans un grand débat sur la subjectivité du chercheur, comme pouvant être utilisés à des fins civiques et politiques ou par les sujets concernés eux-mêmes qui vont forcément s'y regarder en miroir, avec plus ou moins d'esprit critique ou de capacité à affronter, aller à contre-courant du discours officiel. Et de ce fait, pour te répondre, Shreya, essayer de te répondre, l'approche que je tendrais personnellement à préconiser serait de toujours affiner nos perceptions et analyses, puisqu'il y a juridiquement, légalement et même socialement, etc., une différenciation faite déjà sur le terrain, dans la société, parmi les acteurs sociaux, entre les différentes personnes ou groupes, donc identifiables comme étant de phénotype noir. Et le chercheur, contrairement au citoyen lambda, ne peut, à mon sens, en faire abstraction et l'occulter. D'ailleurs, si l'on prête attention aux revendications, au positionnement des sujets concernés eux-mêmes, on peut constater qu'ils ne partent jamais uniquement du postulat racial pour se positionner socialement et politiquement. Le mouvement noir de lutte contre le racisme, lui-même aujourd'hui divisé en militantes féministes, en militants travaillant conjointement avec l'ONU, etc. Le VFDN, donc le Voix des femmes noires tunisiennes, insiste sur l'identité tunisienne et féminine. NET, en tant qu'association de lutte contre le racisme, a une position plus ambiguë, et ce dans le cadre de l'élargissement lié notamment à ses partenariats avec des organismes internationaux, peut-être des bailleurs de fonds, je ne sais pas. L'AESAD, qui défend certes et dénonce les cas d'agression du subsaharien, se positionne par rapport à une appartenance continentale et socio-professionnelle qu'elle représente dans un pays étranger. À l'échelle individuelle aussi, les Noirs tunisiens veillent aussi à rappeler et souligner leur identité tunisienne et arabo-musulmane, ce qui montre qu'on ne peut pas opposer Noir à Arabe dans ce contexte aussi. Et d'ailleurs, à ce sujet, et comme on l'a vu dans une perspective historique, la race est ce qui précède et détermine le destin social d'un individu sans qu'il soit nécessairement lui-même parvenu à se représenter en ces termes. D'où le risque de décalage, encore une fois, entre ce qu'on vise à projeter sur l'autre comme identité et son positionnement, son auto-perception. En même temps, je le répète, nous ne devons pas perdre de vue le fait que nous sommes dans un contexte africain, avec une présence autochtone de populations noires, des échanges humains et un métissage de populations indéniables, bien qu'il soit tu. Le Tunisien lui-même ne se définirait qu'exceptionnellement comme noir. C'est un être métissé, et nous savons combien les appartenances aux catégories noires ou blancs sont sujettes à des considérations subjectives, au cas par cas, et obéissant à des logiques complexes qui échappent parfois à l'œil nu, au visuel et donc aux critères physiques visibles que l'on mobiliserait pour catégoriser les individus en tant que blancs ou noirs. En accord avec les réflexions classiques de Frédéric Barthes sur le groupe ethnique, la contrastivité n'est pas définie comme une caractéristique pouvant être observée de façon objective. La notion d'ethnicité, en ce sens, est directement liée au vécu subjectif des acteurs sociaux eux-mêmes, lesquels créent des frontières et affirment une identité collective en choisissant certains signaux diacritiques qu'ils entendent comme représentatifs et significatifs. C'est ce que font ces différents groupes noirs présents en Tunisie. Et à ce sujet, les théories anthropologiques sur l'identité ethnique présentent l'avantage de faire preuve de reconnaissance des perspectives subjectives et adoptent la notion d'auto-attribution pour la définition des communautés. Et cette démarche, qu'on appelle la démarche émique de l'anthropologie, qui consiste donc à adopter un point de vue basé sur des concepts et systèmes de pensée propres aux personnes étudiées, octroie, me semble-t-il, une force d'analyse quasi incontournable lorsqu'il s'agit d'étudier ces populations minoritaires. Donc, quelles sont la dernière diapo, quelles sont donc les solutions, les réponses à mes interrogations de départ? Alors, une piste de recherche plausible pour saisir ces multitudes. Donc, il faut par exemple, je pense, s'intéresser à la manière dont l'intersectionnalité qui touche chacun de ces groupes, donc noirs, étrangers, chômeurs ou noirs, femmes voilées,
etc., intervient dans la trajectoire sociale de chacun de ces individus, formant un groupe ou une catégorie identitaire. Il faut peut-être tâcher de saisir les motivations, les stratégies et modalités d'action politique de ces personnes, de ces catégories, en considérant par exemple le binôme femme noire et voilée, femme blanche voilée. Je pense à quelque chose qui va peut-être révolter certains, femmes blondes, femmes noires, en tant qu'être fortement sexualisée, par exemple. Mendiant tunisien, mendiant immigré subsaharien, etc. Bref, les combinaisons de rapprochements statutaires établissant des discriminations sont multiples. Et il semble, en les considérant attentivement aussi importants, et aujourd'hui plus qu'il y a une dizaine d'années, que ceux plus simplistes et essentialistes basés sur une supposée communauté raciale. Je pense en effet qu'il est très important d'étudier les interactions fines qui sont en jeu dans la construction de positionnements sociopolitiques différenciés. Donc, effectuer un diagnostic précis des effets d'inégalité suppose de penser une matrice de la domination dans laquelle race, classe, religion, genre, âge et même nationalité, orientation sexuelle et peut-être même handicap aussi, pour ne mentionner que ces déterminants-là, donc sont à prendre en compte, toujours de manière relationnelle et contextuelle, pour penser les oppressions spécifiques qui s'exercent sur les sujets et les positionnements dans leur rapport aux autres sujets et aux institutions. Donc, il faut construire les catégories par les rapports sociaux et non construire les rapports sociaux par les catégories. Et cela exige de parvenir à penser que la nature même des rapports sociaux est toujours multiple d'emblée et que les rapports sociaux basés sur la classe, le genre, l'appartenance physique, l'apparence physique, etc., s'interpénètrent constamment pour produire des situations différenciées. Donc, les catégories produites, femmes, racisées, immigrées, etc., n'existent que lorsque les sujets décident d'accorder plus ou moins d'importance à tel enjeu social dans les coalitions qui les structurent en sujet politique. Parce que personne n'est tout le temps et tout le long de sa journée dans toutes ses interactions avec les autres noirs ou femmes ou immigrés. On est d'accord. En tout cas, pas sur le même mode. Donc, en saisissant plus finement les situations concrètes, individuelles ou collectives, d'infériorisation, de désavantage ou de discrimination, on se prémunit contre la double tentation du réductionnisme, puisque chacun est ici porteur de plusieurs traits, de plusieurs identités, et du fixisme, puisque ces traits ou identités varient, encore une fois, selon les contextes, les positionnements. Et il est bien évident que plus on intègre d'éléments, classe, religion, genre, âge, etc., mais aussi les orientations sexuelles, comme je l'ai dit, qui importent, l'état de santé, le lieu de résidence, etc. Donc, plus on a de chances d'appréhender la réalité dans toute sa complexité. Donc, tu l'as compris, vous l'avez compris, je suis beaucoup plus pour une approche constructiviste qu'une approche donc, essentialiste. Et pour terminer, je voudrais citer une philosophe française qui a beaucoup travaillé sur la notion de la concept de race, justement, et qui a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle « Sans distinction de race », pour l'interrogation, une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques, donc Magali Besson, qui explique que, je cite, « Si la catégorie de race peut être pertinente pour l'analyse de notre monde social, c'est à partir de l'hypothèse fondamentale que les groupes sociaux qui forment notre société ne sont pas des données, des ensembles homogènes et toujours là, mais qu'ils existent et sont construits dans et par des relations réciproques. » Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Inès Mourad-Dari. C'était vraiment un discours fascinant et vous avez ouvert plusieurs pistes d'analyse et comment saisir justement ces phénomènes raciaux ici en Tunisie ou bien ailleurs aussi. Donc maintenant, je vais passer la parole à Shreya Baref qui va discuter, mettre un peu votre commentaire dans une cadre analytique pour débuter notre discussion. Merci, Alessa, merci beaucoup, Inès. C'était vraiment, je pense que je vais prendre beaucoup de temps pour réfléchir à toutes les pistes que tu as mises sur la table. Je vais parler plutôt en anglais parce que je n'arrive pas à réfléchir et parler en même temps en français. Sinon, je me perds. So thank you very much. En fait, la question qui m'interpelle, c'est parce que moi, I'm coming to this question as a sociologist. And I think what we do is assume that the social structure exists
and that the category sort of exists and people are in it, categorized all the time. Instead of, as you were quoting Frédéric Barthes, definition of ethnicity as a subjective experience, or about category as being based. I think it sort of also comes back to this what you just said about category should be based on des rapports sociaux. But I think the question that comes back to me as well when I'm doing my terrain is who do I call Black? And who am I to call Black, right? Like, do I define someone as Black based on how they get racialized or categorized in the social structure? Versus, are they Black because they call themselves Black? Like, how do I write about these people, right? I mean, if, for example, I'm talking about an ex-militant who gets racialized as Black, or does he self-define as Black? I don't know what terms to use, right? I mean, it comes back to the same question of like, is it me who's categorizing this person? Or is it the society that I think is categorizing this person? Or is it this person categorizing herself or himself? So I don't know, like, how am I supposed to go about naming this category? And again, I mean, as you were saying, I think it's a very messy category, like, this messiness between like the category of analysis, as we say, like that the researchers are using and naming, being like, oh, this is just like my tools. me percherai dans ton anglais. Ok. Je parlais très doucement parce que moi aussi je suis en train de formuler. Chouette. I think that the tension really lies between like what I see as the anthropological approach, which is subjectivity, and the sociological approach, which is social structures. So, I mean, when you were quoting Barthes' definition of ethnicity, that it is based on the subjective experience of the person, it should be based on the self-definition of the person and the experience of the person, rather than being imposed on rather than the category being imposed on the person. Versus when I am studying Tunisia, I see certain people being defined on the ground as Black, but they may not necessarily define themselves as Black. And then the question, when I write about these things, when I try to think about this thing, is like, do I call this person Black? Do I say that this person is being racialized as Black? C'est une personne qui est en train d'être racialisée étant que noire, ou c'est une personne noire, ou c'est une personne qui peut-être se définit étant que noire. Donc, en fait, c'est une question de... C'est très difficile. Pour moi-même aussi, parce que j'essaie donc, il y a 3 manières de définir que la personne pourrait être écrite comme noire. Donc, c'est soit moi qui le définis comme noir, soit la personne lui-même se définit comme noir, c'est soit pour moi, dans la sociologie, que le cadre de la société qui lui définit étant que noir. Mais normalement, c'est très difficile de voir ça vient de où la catégorie noire, quand on est en train de vraiment écrire. Et tout dépend de sur quoi on est en train d'écrire, en fait. Je pense que tout dépend Vous allez répondre directement, ou est-ce que Shreya, tu veux... Non, c'est juste, je suis en train de juste essayer de... Non, oui, c'est juste pour poser la question. Est-ce que tu veux qu'elle réponde maintenant, ou est-ce que tu veux terminer ta réflexion tout d'abord? On peut aussi le faire dans une forme de conversation. Ça, c'est juste une réflexion. Une réflexion, oui. On reprend un peu les mêmes discussions. Oui, parce que moi, j'essaie vraiment de comment... Like, how do you, when I write about someone, okay, I interviewed this person because this person looks Black to me and has been like, going to these protests, BLM protests, and then I go to this person. So I'm already self-selecting this person into my thesis, but then the person doesn't really self-define him or herself as Black.
I have no proof that the person has been racialized. Maybe they talk about it a bit, right? So when I talk about this person, how do I talk about this person? It's like I'm about to give you an example. For example, si je suis en train d'écrire, I'm about to give you an example of a Black person, or I'm about to give you an example of a woman who gets racialized as Black, or who attends protests for BLM in Tunisia. Je ne sais pas, en fait. Comment lui catégoriser? Je ne sais pas, peut-être je propose quelque chose, mais si elle est présente dans une scène activiste pour BLM ou autre, là où le proteste elle-même, la manifestation s'adresse au problème de discrimination raciale, peut-être on peut commencer par le fait que cette personne se sent interpellée par ce sujet. Abstraction faite de est-ce qu'il se considère noir ou blanc ou autre, et peut-être ça peut être le début. Comment vous vous placez dans cette manifestation, quel est votre rapport avec ce sujet, pourquoi vous êtes venu, en quoi vous êtes interpellé par le sujet. Peut-être ça peut ouvrir une piste de conversation. Oui. Peut-être. Voilà, j'ouvre la conversation sauf Inès. Je comprends tout à fait ton questionnement et ton interrogation. Je l'ai moi-même vécu au début, en tout cas, de mes terrains, parce que justement, on arrive avec un besoin de figer, de fixer les identités pour être sûr qu'on tient bien. Mais je pense que tu vas dans ce sens-là aujourd'hui, et plus plus on connaît le terrain, et plus on se rend compte, comme vous l'avez aussi mentionné, souligné, que en fait, ces personnes ne sont pas... Tout dépend du contexte dans lequel ces personnes se positionnent. Ce sont des êtres humains avant tout, qu'ils soient noirs ou roux, ou ce que l'on veut, c'est une caractéristique parmi tant d'autres de ce qu'ils sont. Et donc, si ces personnes... tout dépend du contexte dans lequel vous allez les appréhender pour votre recherche. Je ne sais pas si je réponds à votre question aussi. Oui, parce qu'en fait, dans le système américain, d'où je viens, il faut vraiment commencer la méthodologie en disant, oui, je fais les entretiens avec 32 personnes qui s'identifient en tant que noires, ou 32 personnes qui sont noires. Mais en fait, c'est un peu ce côté-là que je me mets en question. Comment écrire la méthodologie sans dire 32 personnes ou 18 personnes qui viennent de là-bas, de la Chinois, mais dire que, en fait, je sais pas. C'est bien peut-être d'interroger ces personnes-là, de comment elles se perçoivent justement, et à partir de là, de les mettre dans vos catégories ou pas. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment s'affranchir de ces influences qui ne sont pas locales, en fait. Le terrain, pour une fois, tunisien est très particulier. Oui, absolument. En fait, j'avais... Peut-être je vais juste... Je vois... On est un peu dans... normalement, il y a un commentaire et puis réponse, et puis on ouvre la salle pour les questionnements, mais j'ai l'impression qu'on est juste en train... Bon, on n'est pas hyper nombreuses non plus, donc on peut juste avoir une petite conversation comme ça en 1 minute. Je sais que Catherine, elle a levé la main pour poser une question. Moi aussi, vous avez évoqué quelque chose en moi pour une question potentielle, mais je vais donner le micro à Catherine tout d'abord pour poser sa question et nous rejoindre dans la conversation. Donc, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Inès, pour cette présentation. C'était vraiment fascinant. Moi, j'ai une question qui, peut-être, elle est ignorante, parce que je ne suis pas du tout spécialiste en la matière, mais en fait, quand vous avez parlé aussi un peu de l'historique, en fait, des phénotypes et de l'importance, en fait, de phénotypes dans cette catégorisation ou des amalgames, en fait, dans la catégorisation un peu identitaire, raciale, etc. Moi, j'ai beaucoup pensé, en fait, à la notion de Hajj et de Harouche en Tunisie. Donc, l'idée, en fait, dans d'autres contextes, de la tribu, etc., qui, dans ma recherche, en fait, qui portait beaucoup sur le Jamel El-Ralbi et Ouled Aya, etc., était toujours très, très présent
dans ce débat identitaire en Tunisie et qui souvent revenait aussi à des phénotypes et donc un peu, des fois même un peu essentialisant certains phénotypes en tant qu'étant donc attribués à telle ou telle figure, etc. Et donc ce qui m'intéressait... Quelle période, pardon? Pardon? Là, c'est de présent, je crois, aujourd'hui. Pardon? Oui, contemporain. Ok. Contemporain. Et donc par rapport aux origines, mais aussi à l'identité ou à l'auto-catégorisation en tant qu'appartenant à ou identité. Et donc, ce que je me demandais, c'était un peu ce croisement peut-être aussi de, je sais pas, un peu du concept de la notion de la race et cette notion du Farash et aussi de l'Arabie en tant que catégorie sociale qui peut être tout à fait aussi imaginaire dans le présent, parce que ça peut des fois se faire en fait allusion à des origines qui sont lointaines, parce qu'elles sont évoquées dans le contemporain et dans un contexte tout à fait urbain, par exemple, mais en se référant à des origines et aussi autres. Donc, c'est un peu ma question. Et aussi au tempérament, si je peux ajouter quelque chose, c'est pas juste une question de phénotype, mais parfois on s'explique pourquoi nous avons révolté dans un tel territoire parce qu'on appartient à un tel arche. Et donc ça a à faire aussi au tempérament. Est-ce qu'on est douce? Est-ce qu'on est révolteur? Comment on se comporte? Donc vraiment, j'ai remarqué un peu la même chose. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Et puis, je pense de toute façon qu'il est toujours primordial quand on travaille sur les catégories identitaires, comme ça, vraiment de faire un travail essayer, si possible, de faire un travail de recherche un petit peu historique pour justement comprendre d'où viennent certaines considérations, ces tendances à catégoriser, à attribuer des caractéristiques physiques, psychiques ou autres. Donc, il y a toujours quelque chose qui explique en fait ces faits-là, et c'est toujours très intéressant de comprendre justement les processus qui ont fait qu'on aboutit à ces catégories. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y aura d'autres questions, soit avec nous en présence dans la salle, ou bien notre public virtuel aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions-là, soit dans le chat, soit avec les vidéos directement. Désolé. Est-ce que... Ah oui, toujours j'ai pris... c'est où la caméra? Donc, elle est là. Est-ce qu'il y a... D'accord. Ben, en fait, moi, j'avais peut-être une question ou une réflexion. C'était juste quelque chose qui pose des questions sur les catégories de l'extérieur et aussi l'intérieur, le IDIC et le IMEC. Donc, Sharia, tout à l'heure, elle a évoqué le fait qu'elle a trouvé des interlocuteurs lors d'une manifestation de BLM, ce qui veut dire Black Lives Matter. Et je suis consciente que, surtout avec la mort de George Floyd, c'était l'année dernière, je crois. 2020. Oui. Juin 2020, oui. Donc, oui, il y a une année, 2 ans. 2 ans? Oui, il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, ouais. D'accord. Donc, excusez-moi, avec le Covid et tout ça, je ne me trouve plus dans le temps. Mais justement, c'est-à-dire que à ce moment-là, il y avait des manifestations contre le racisme anti-noir et surtout pour soutenir George Floyd et sa famille et tout ça, un peu partout dans le monde, en Syrie, en Tunisie notamment, dans plusieurs endroits. Et j'ai remarqué que bien sûr, c'est une manifestation encourageante d'une sorte de solidarité mondiale, mais en même temps, ça a donné lieu à pas mal de mécompréhensions parce qu'on ne partage pas forcément toujours le même vocabulaire, les mêmes contextes, des mêmes situations. Par exemple, je me rappelle, il y avait des conversations sur Facebook parmi mes amis Facebook, là où quelqu'un a voulu dire Palestinian Lives Matter.
ce qui peut blesser aussi les gens, les Noirs aux États-Unis, parce que parfois, surtout dans les mosquées, des choses comme ça, on a tendance de faire référence à la souffrance des gens ailleurs, à Cachemire, à Palestine, et ça couvre un peu ce qui se passe avec la communauté noire aux États-Unis. Donc, des compréhensions, des rapprochements, mais aussi des mécompréhensions. Donc, et surtout aussi, comme nous sommes des chercheurs, on a affaire avec un vocabulaire scientifique qui vient pour la plupart des États-Unis ou de l'Europe. Donc, avec tout ça, il y a les comment, bon, où est ma question? Ma question, c'est que alors qu'il y a cette circulation des vocabulaires qui vient d'ailleurs à travers social media, à travers des manifestations, à travers aussi des encadrements sciences sociales, comment vous gérez cette dialectique des vocabulaires qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur? Je ne sais pas si je m'exprime de manière claire. C'est juste une question de... Parce que les contextes locaux, il y a un impact de ce qui se passe ailleurs aussi sur les vocabulaires et les compréhensions locales aussi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans le vocabulaire tunisien, j'imagine que je ne sais pas si être noir, c'est vraiment une identité présente. Ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Peut-être il y a d'autres identités au lieu d'être noir qui fait référence au même, entre guillemets, phénomène humain. Ok. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre. Je saurais répondre à vos questions. C'était un peu questionnement, mais j'ai envie de vous dire que si on considère un peu l'évolution des mouvements, notamment de lutte contre le racisme en Tunisie, et notamment le discours des activistes noirs tunisiens, on se rend compte qu'ils ont certes, par exemple, mobiliser des événements qui ont lieu à l'étranger ou des manifestations, des incidents, des fêtes aussi, des commémorations qui ont lieu ailleurs. Donc, ils vont peut-être parfois, ils les ont depuis 2011 parfois mobilisés, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout en le faisant, ils se positionnaient en tenant compte de leur identité noire, tunisien, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'importation aveugle ou inconsciente de ces événements ou de ces concepts étrangers ici. Il y a vraiment, je pense, une conscience réelle, profonde et très responsable de ce que l'on est, de ce qu'ils sont, et des différences que représente le cadre tunisien. Après, pour les chercheurs, évidemment, justement, je pense qu'il est, comme je le disais, très important vraiment de s'affranchir des concepts qui sont les plus présents, comme vous l'avez dit, venant des États-Unis, de l'Europe, etc. Et moi aussi, en tant que chercheuse, j'essaie parfois je lis des articles, je lis des travaux, et j'essaie de trouver justement des mots, des concepts, des appellations, des faits, des phénomènes qui pourraient ressembler ou qui pourraient en tout cas me permettre aussi de mieux comprendre, de mieux appréhender la réalité que j'étudie ici. Et évidemment, il n'y a pas je pense, de situation tout à fait similaire ailleurs. Mais par exemple, je pense que peut-être, c'est quelque chose qui est à réfléchir, je vais en parler peut-être avec toi dans 2 jours, peut-être que le cadre qui peut-être n'est pas tout à fait similaire au cadre tunisien, mais qui permettrait peut-être auquel on pourrait puiser des concepts, en tout cas des lectures de la société tunisienne, c'est peut-être le cadre brésilien, par exemple, qui a une grande tradition anthropologique, sociologique, et qui est très intéressant en termes d'études sur les identités, justement. Voilà, donc je pense qu'il y a toujours moyen de trouver de trouver des moyens de lire et de présenter et d'étudier. Donc,
le cadre tunisien, et tout en restant prudent, justement, pour ne pas importer aveuglément un peu ce qui et puis créer peut-être les propres, voilà, comme le font aussi les activistes, comme je l'ai dit, tunisiens, qui ont vraiment une bonne, je pense, une très forte conscience à la fois de leur cause et puis de ce qu'ils sont, toute la complexité que ça. Voilà. J'aurais une autre question. Oui, allez-y. Enfin, oui. Là, en fait, ça serait plus une question un peu sur le travail, parce que vous avez un peu décrit dans différentes vagues historiques de migration de travailleurs noirs, si on veut, de différentes origines vers la Tunisie. Et ce que je me demandais, en fait, c'était comme, est-ce qu'il y a des continuités, en fait, vous avez un peu évoqué le travail agricole comme étant un des secteurs où il y avait beaucoup de travailleurs noirs. Je me pose la question, est-ce qu'il y a certains secteurs où il y a d'une certaine manière une racialisation de certaines tâches ou certaines formes de travail et des continuités historiques là-dedans qui ont donc d'une certaine manière changé la perception aussi de ces secteurs ou de ces activités de travail comme étant donc des travaux qui sont exercés par une population noire ou donc même dans la perception en fait, des Tunisiens qui sont donc devenus des secteurs ou des tâches ou des professions noires. Et est-ce qu'il y a des continuités là-dedans avec la migration la plus récente qu'on voit depuis 2010? Bonne question. Je ne sais pas. Aujourd'hui, par exemple, le mot Hamed, ça renvoie toujours dans l'imaginaire à des personnes de phénotype noir, même si ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement, il y a beaucoup de Noirs tunisiens qui ont établi ce genre de contrat donc, avec les propriétaires terriens. Après, est-ce qu'il y a une continuité aussi avec les catégories, avec les migrants actuels et je ne sais pas. C'est intéressant effectivement de réfléchir sur. Mais là, je n'ai pas quelque chose en tête qui soit. Je ne sais pas. Je suis incapable de vous répondre et je n'ai pas envie de dire des choses qui seraient un peu. Je m'interrogeais un peu sur en fait la présence féminine aussi dans le travail domestique aujourd'hui. De beaucoup de femmes subsahariennes en fait qui sont donc, dans le travail domestique et surtout dans tout ce qui est en fait care work pour les enfants. Oui, absolument. Et un certain narratif que j'ai maintenant entendu de plus en plus par des Tunisiennes, surtout femmes, qui disent que en fait il y a une certaine qualification qui fait que les Africaines subsahariennes soient plus qualifiées ou plus aptes à ce travail de care en fait dans la maison. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a des c'est intéressant, c'est tout à fait. Certainement qu'il doit y avoir dans l'imaginaire évidemment des considérations de ce genre. Après, comment est-ce qu'on a les outils, enfin, en tout cas, il faudrait observer dans ce sens-là. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait, à l'époque, je ne sais pas de quelle époque, mais des gens disaient à l'époque, des familles ramenaient des femmes noires pour nourrir les enfants parce que du lait d'une femme noire était considéré comme un peu le médicament entre guillemets. Donc il y a, je pense que un truc à regarder, mais c'est très gender aussi. Ouais. Il y a peut-être un commentaire en ligne de quelqu'un qui peut peut-être vouloir intervenir directement. Est-ce qu'il y a des questions? Si, enfin, de la part de Huda. Oui, elle a affiché un commentaire. J'aimerais bien peut-être la lire. Mohamed, tu peux la mettre sur l'écran. Et puis, si elle est toujours avec nous, peut-être elle peut intervenir directement. Bonjour. Bonjour, hi. Hello, how are you? Ok, bon, merci beaucoup. Je viens juste de me réveiller là, parce que c'est après-midi chez moi, je suis à Toronto, au Canada. Merci beaucoup, Inès. Merci beaucoup, Dr. Morad, vraiment pour votre présentation, que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Ms. Miller et Shreya, vraiment pour la discussion très, très intéressante. Donc, voilà, ma question, je l'ai posée en anglais, parce que parfois j'ai du mal à m'exprimer en anglais, mais juste en parlant de Critical Race Theory, voilà, que c'est devenu qui est très controversé en tant que discipline, enfin, si on peut l'appeler comme ça, que ce soit surtout aux États-Unis, surtout après la mort de George Floyd, mais
mais aussi en France où il y a ce déni catégorique que la race existe. Et en l'occurrence aussi, par exemple, dans une province comme le Québec aussi, où il y a ce déni de la race. Donc, la Tunisie, en tant que, je parle d'académia, where does it find itself in this conundrum? Because it's really hard sometimes to make Tunisian academic, or to that Tunisian academic, espouse something that is usually alien to Tunisian academia, especially something coming from the United States. So looking at critical race theory, how is it situated in Tunisian academia? I mean, this question for both Dr. Morad and also if Shreya can chime in there. So I don't know if you je sais pas, j'ai du mal à l'exprimer en français, excusez-moi, mais c'est juste comment cette notion de critical race theory, si elle est acceptée, ou comment elle est prise, ou comment elle est conçue dans la communauté académique en Tunisie. Voilà. Huda, can I repeat your question just to make sure that I understood? So I think what you're asking is critical race theory or scholarship that addresses race in Tunisia understood to be a foreign imposition coming from the United States or maybe from France? Is that what you're asking? I mean, yeah. I mean, how is Tunisia positioning itself between its, let's say, its more affiliation to the French model of French Republican universalism and this new trend of critical race theory becoming trendy in academia? Donc, comment se trouve le monde académique, on va dire, tunisien dans conundrum, je ne sais pas comment dire conundrum en français, c'est ce truc un peu, c'est comme un nœud, voilà, c'est ça, entre, enfin, c'est quelque chose qui Problématique, peut-être. Une impasse, une sorte d'impasse. D'impasse, voilà, entre deux conceptions de la race, voilà, que ce soit aux États-Unis, qui est plutôt, voilà, toujours très ouvert à cette, que ce n'est pas un tabou, alors que c'est un tabou, voilà, dans le monde académique, même pas seulement académique, mais aussi, mais je voulais juste savoir si pour le monde académique, comment il conçoit cette conception de race, voilà. Merci. Merci Oudé, merci pour ton intervention et merci pour tes mots. Alors, je ne sais pas si je t'ai bien comprise, mais je suis un peu étonnée par ta question parce que j'ai envie de dire que le monde académique tunisien n'a pas du tout, il n'y a pas d'école, enfin, il n'y a pas de production scientifique sur ces sujets-là. Donc, je crois qu'il n'y a pas de position par rapport à la critique. Je ne sais pas, je me pose la question si je n'étais pas mal comprise, en fait, tellement les choses... Tu sais très bien que ces sujets-là sont tout à fait novateurs dans le cadre scientifique en Tunisie, et que très souvent, ce sont des sujets qui sont étudiés et portés par même des chercheurs étrangers. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, si Shreya... Non, vous avez bien répondu à la question. C'est juste que c'est une question qui est un peu provocatrice pour. Voilà. Parce que pas pour vous, mais pour espérons les Tunisiens qui regardent ça, parce que je sais que c'est une question tabou, voilà. Donc voilà. Elle ne l'est plus, mais en tout cas tout est à faire, tout est à bâtir, et c'est ce qui fait que c'est extrêmement intéressant et stimulant en fait. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Peut-être Shreya a un mot à dire aussi sur ce sujet, parce que si j'ai bien compris, Huda a posé la question à vous deux. Donc, il y a, je fréquente pas vraiment le milieu dit académique tunisien beaucoup, donc je vais pas très bien pouvoir dire qu'est-ce qu'ils pensent de mon sujet. Mais quand je parle avec des Tunisiens qui sont dans ce qu'on dit le milieu un peu intellectuel, soit des artistes, soit des gens qui font, genre, je sais pas, du théâtre, c'est perçu comme un trend, un sujet qui est poussé par des financements.
Donc, quand je l'ai dit, parce que moi, par exemple, je suis 100% dépendant des financements privés, parce que je n'ai pas de bourse qui viennent soit dans des deux universités, en fait. C'est moi qui cherche de l'argent chaque année. Qui fait que quand je parle de ma situation, les gens ils disent « Ah oui, tu pourrais avoir toujours l'argent parce que c'est un trendy question. » Donc, je pense qu'il y a toujours une sorte de... Donc, quand je parle de mon sujet de thèse, les gens me perçoivent comme une Américaine, en fait. Donc, au Soudan, je deviens de l'Indienne à l'Américaine. Donc, je passe pas du tout côté française, en fait. C'est assez rigolo. Donc après, ils me disent « Ah oui, vous les Américains, voilà. » Et après, ils m'accusent de faire... Il y avait des fois que les gens m'accusaient de faire le séparatisme. Mais normalement, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui me poussent un peu « Oui, mais vous êtes en train de créer des races, ça n'existe pas en Tunisie, le racisme existe en Europe. C'est toujours en Europe que ça existe. Ou aux États-Unis, pas en Tunisie, voilà. » Merci, Treya. Thank you. Et merci beaucoup pour la question. Merci, Oda, pour avoir participé dans la discussion. Vraiment, vous avez ajouté quelque chose dans notre conversation, donc merci. Merci. Même depuis les États-Unis, je sais que ça devrait être de très bonne heure maintenant là-bas. Elle est au Canada. Elle est au Toronto. À Toronto. Oh, OK. Enfin, c'est l'Amérique. Same country, same place, almost. Est-ce qu'il y aura d'autres questions, soit dans le public virtuel, soit ici dans la salle, d'autres questions à poser? Ou ça ne doit pas être des questions, ça peut être aussi des commentaires, des observations, des provocations. Des choses à ajouter. Oui, juste si vous voulez nous ajouter quelque chose dans notre conversation, vous êtes le bienvenu. Oui, bien sûr. Oui, merci pour votre présentation. Malheureusement, on s'est perdu avec le petit ici, on n'a plus le temps. En fait, quand vous avez parlé de comment définir les gens ou bien comment les gens se catégorisent, moi, je pense aussi que c'est intéressant aussi de voir comment certains groupes sont définis dans la société. Et je pense qu'il y a aussi des termes qu'on utilise pour parler de ces gens. Et je ne veux pas reprendre les termes parce que pour moi, peut-être pour les personnes concernées, ils sont des termes péjoratifs. Et même, il y a des lieux, il y a des cimetières, il y a une tradition de tout l'esclavage en Tunisie, par exemple. Donc, je pense que, oui, peut-être, parce que quand tu écris en anglais ou bien en français, oui, tu vas utiliser le terme black parce que c'est ce qu'on connaît dans la vie. Mais je pense que ce serait intéressant d'introduire le terme qu'on utilise ici. Il y a différents termes en fait. Et je me rappelle, j'ai vu sur Internet aussi, il y avait des démonstrations où des communautés noires ici prennent des contacts pour dire non, je ne suis pas dans. Et c'est en arabe. Et comme c'est en arabe, et oui, je pense que ça peut être peut-être des termes avec lesquels moi, en tant que chercheur ou chercheuse, je peux peut-être définir. Et si en fait aussi, il y a aussi des choses très intéressantes parce que en fait, il y avait des chercheurs qui ont déjà commencé très tôt à traiter ces questions. Maintenant, dans ma tête, il y a quelqu'un comme Pierre Radin qui vient dans la tête, et ça c'est très ancien. Et quand vous voyez par exemple ces analyses de la société nord-africaine, il y a tout ça. Il parle des Arabes, il parle de Berbères, il parle de ça et de ça. Et je pense qu'il y a déjà une certaine association de la société nord-africaine. Oui, d'une perspective de Murad. Après, il y a des anthropologues contemporains, tout ça. C'est pourquoi moi je pense qu'il y a déjà quelque chose aussi dans les terrains tunisiens, voire nord-africains.
Oui, c'est ce que je pense. Oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est encore une fois très important, comme vous l'avez mentionné au début, de voir comment les concernés se présentent eux-mêmes. Et ce que les termes utilisés par ceux qui vont les nommer est intéressant à mettre en avant pour décrire un phénomène justement par rapport à une interaction entre les deux. Moi, ce que j'ai fait justement, je me rappelle au début, c'est que j'essaie de tenir compte de la façon dont les concernés, si en l'occurrence les Noirs tunisiens, comment eux ils se nommaient et dans quelle situation ils se présentaient comme tel ou comme autre. Je pense que c'est la façon la plus soft en fait, la plus bienveillante. J'accorde l'importance. Et après, évidemment, il faut mettre en avant toutes les appellations existantes, toutes les façons de nommer, de décrire, d'interpeller l'autre, parce que ça fait partie aussi d'une réalité qu'il faut aussi mettre en avant. Mais il faut à chaque fois expliciter les contextes, en fait, la mobilisation de ces termes. Absolument. Contextuels. Très bien. Moi, j'allais peut-être rajouter une question sur ce que vous avez en fait, commencé à discuter avec Roda, un peu sur la production scientifique en fait en Tunisie, donc sur cette question de la race, de la racialisation, etc. Parce que je me posais un peu la question, parce que Trey, elle évoquait en fait l'importance en fait, des financements étrangers, des bailleurs, etc. Donc, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de production de savoir, de connaissances sur les populations de migration aussi noires et subsahariennes en Tunisie. Il y en a beaucoup, mais très souvent donc, portées par des organisations étrangères, la société civile, etc. Donc, un peu, je pense, une interrogation ouverte à tout le monde, ça serait un peu comment est-ce qu'on pourrait faire en fait pour utiliser donc ces ressources qui sont là en fait et ces processus en fait de production de connaissances, de savoir, de statistiques, etc. pour peut-être, je sais pas, les utiliser en fait pour d'une manière positive en fait instiguer une production de savoir, une production scientifique qui soit critique en fait, qui soit donc critique et capable en fait d'analyser et de re-analyser, mais aussi peut-être d'utiliser en fait cette nouvelle production de savoir en Tunisie, mais d'ajouter en fait un point de vue peut-être plus critique, une analyse analytique plus critique que ce qui est fait, parce qu'on est dans une situation où beaucoup de ceux qui produisent ces savoirs en fait dans l'académie sont eux-mêmes évidemment dépendants de ces fonds. Certaines figures qui monopolisent aussi le consulting qui fait gagner et survivre en fait des scientifiques en Tunisie. Donc je me pose un peu cette question en fait, quelles pourraient être des stratégies en fait pour utiliser cet afflux de ressources pour dire en fait on crée des espaces dans nos institutions tunisiennes et peut-être ça se fait déjà. Je ne sais pas, moi j'avais un peu l'impression que par exemple à Sousse, dans le centre d'anthropologie, leur master des études africaines, qu'ils commencent quand même à essayer en fait de créer ces espaces pour par exemple les études de frontières plus critiques, etc., les questions d'externalisation, etc. C'est juste pour ouvrir un peu ce débat-là, parce que je pense qu'il est important et incontournable, et il y a des choses qui bougent. Absolument, oui, ça commence à bouger. Et puis évidemment, ces ressources dont vous parlez, il y en a de plus en plus qui sont mobilisées qui sont en tout cas investies qui sont destinées à justement à encourager des recherches de l'intérieur, notamment. Donc, vous avez évoqué la fac de Sousse. Il y a de plus en plus, évidemment, ce n'est pas toutes les ressources qui sont destinées à participer à enrichir les recherches locales. Donc, je ne sais pas si c'est de ça que vous évoquez, enfin, si j'ai bien compris. Il y a un autre point que je voulais rappeler. Je ne sais plus, bon, c'est pas grave. Parce que je commence à fatiguer. Il y avait autre chose que vous avez évoqué au début, je pense, sur les. Donc, vous avez évoqué ces ressources pour notamment qu'elles puissent contribuer comme étant des moyens qui pourraient contribuer à enrichir les recherches et donc du coup les réflexions sur les minorités.
Oui, mais bon, je dirais peut-être pour être très direct, hein, il y a un impasse politique là-dedans, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des ressources qui sont disponibles en fait, pour produire des connaissances, mais avec une directionnalité politique qui est souvent très très claire. Ouais. Donc en gros, mon idée très directement, ma question c'est est-ce qu'il y a des manières, des stratégies en fait, presque si on veut être un peu provocateur, peut-être manipulateur, en fait, de la point de vue des scientifiques pour dire comment est-ce que nous on peut se servir de ces ressources tout en faisant quelque chose de plus critique, de plus en fait qui nous permet en fait de déconstruire aussi ce qui est imposé. C'était un peu cette discussion entre Roda, Shreya et vous tout à l'heure sur exactement cette question, qu'est-ce qui est imposé? Parce que c'est sûr qu'il y a un processus d'imposition aussi de l'importance de la race, de la migration, etc. Et exactement comment on peut créer des espaces dans le monde scientifique comme tu le dis pour dire, par exemple, il nous faut une historicisation ou une compréhension de la historicité de ces processus qui est autre, qui problématise en fait les catégories, par exemple, avec lesquelles on travaille, etc. Je pense, je donne la parole, mais je pense que ça peut se faire qu'à l'échelle individuelle. C'est les chercheurs qui doivent être conscients, comme j'ai dit tout à l'heure, de leurs responsabilités, des impacts possibles, de ce qu'ils vont, de leur interprétation, de ce qu'ils vont dire, de leurs travaux. Et je pense que c'est à partir de là qu'il pourrait y avoir qu'on pourra profiter à la fois de ces ressources tout en étant, tout en apportant quelque chose de... Et dans la formation, j'imagine, non? La formation des jeunes chercheurs, c'est pas là, et dans les enseignements d'enseignement. Oui, évidemment. Oui. Mais ça implique, comme vous l'avez aussi, ça implique qu'il y ait des décisions d'en haut, une volonté. Je crois vraiment beaucoup au potentiel des individus, plus qu'aujourd'hui. Il ne faut pas s'attendre toujours à ce que les choses nous viennent d'en haut, mais il faut vraiment, je pense, qu'il y ait une prise de conscience plutôt individuelle ou de petits groupements pour faire avancer les choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on avance, à mon avis, plus que le... Voilà. Je vais dire ce que tu as dit. En fait, I mean, the problem with this whole cycle, I mean, I think it's also criticism of the academia that puts, citizens of the global south in a certain precarity. For me, the problem, I mean, the material problem has always been that I'm always writing grant proposals. And there's a certain language to writing grant proposals, I'm sure you know, which means that I'm talking to an audience that is either sitting in the US or in Europe or in the UK, trying to convince them that what I'm trying to study in Tunisia in like 5 pages, 3 pages, I don't know, like trying to just really convince them that it is something of importance. But because I have just these 3 pages, I have to use the terms that they're already using. So it's always a cyclic thing that I'm producing again and again and again, without actually putting effort into really doing my research. So it's really a question of just, very material conditions of like time that I put into just writing my grant proposals all the time and using the same language, because there's a whole certain language to it. There's a whole method of writing it, which is not research, which is, but I mean, as Ines was saying, I think you have people, a lot of people like in similar conditions as me, I mean, or worse, I mean, I'm hyper-privileged, I would say, who are sort of, taking the money and saying like, no, we will take this money and use, there's also this idea of like, we were colonized, and this is the money that, that we see this as reparations coming from the global north to the global south, and we will take this money as reparations and use it in our own manner, sort of, without taking care of all the like report writing that goes into it, or, sort of responding to in the same way as, as in which the grant proposal was written. So you have these spots of people who are attempting, but I think it's the spots of it. I think it's probably hard to, I think because it is against the institution, it's probably hard to create an institutional level way of doing a more like, I don't know. I think maybe it'll emerge. I hope it emerges about like counter institution. That's my hope. I mean, I see bits and pieces of it, but I hope it emerges. Anyway, that's me dreaming.
Je pense qu'on devrait clôturer la session maintenant. Donc, je veux remercier tout notre public, soit ici, soit ailleurs, qui sont venus assister aujourd'hui. Je vous invite à me joindre, à remercier Dr. Inès Mourad-Dali pour son discours et aussi pour Shreya Parekh pour son commentaire. On va faire les applaudissements, mais avant de faire ça, je vais me permettre de faire un petit spot publicitaire et c'est pour vous annoncer que jeudi, le 16 juin, à 16 h, on va se rassembler, nous trois encore, mais cette fois-ci, ça sera Shreya Parekh à l'honneur qui va s'exprimer sur, en anglais, je crois, Entangled Histories, the Black Movement in Tunisia and the Criminalization of Racial Discrimination through Law 50. Donc, c'est la même heure, en 2 jours, jeudi le 16. Être avec nous, s'il vous plaît. Et avec ça, je pense qu'on va terminer la session avec, mais let's all applaud for our speakers today. Merci. This was fantastic. Merci, Mohamed. Thank you. Merci, Mohamed. Oh,